Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un texte qui a fait pas mal de bruit, la préface de Stéphane Gers pour Les Réprimés 2. C'est une vision, disons-le, très critique de la façon dont la crise du Covid-19 a été gérée en France. Alors attention, ça secoue un peu. Et on commence fort. Stéphane Gers, il n'y va pas par quatre chemins. Dès la toute première phrase, le ton est donné. Pour lui, le 16 mars 2020, ce n'est pas le début d'une crise sanitaire, c'est carrément la fin d'une époque pour nos libertés. C'est une affirmation radicale, bien sûr, mais c'est ça qui pose les bases de toute sa réflexion. Alors, quelle est sa thèse au fond? Eh bien, pour Gers, c'est assez simple. Il est convaincu que, derrière le discours officiel, il y avait une intention bien différente. On a donc d'un côté la version qu'on connaît tous, une guerre contre le virus. Et de l'autre, la thèse de Gers, une guerre contre la liberté. Ce qu'il soutient, c'est que la pandémie n'a été qu'un prétexte pour mener une bataille qui n'était pas sanitaire du tout, mais bien idéologique. Et attention, pour lui, ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas un dérapage soudain. Il y voit plutôt l'aboutissement d'une longue, très longue montée en puissance de l'État, une tendance qu'il dit observer depuis au moins une décennie. La crise, finalement, n'aurait été que l'occasion parfaite, la bonne excuse. Ok, mais alors on peut se poser la question, si c'était vraiment une guerre contre la liberté, pourquoi est-ce que si peu de monde a protesté au tout début? Gers a sa petite idée là-dessus, et ça tient en deux mots, la peur et le silence. Pour expliquer ça, Gers va chercher une vieille référence, un grand classique même, la Boétie. L'idée, c'est que les tyrannies ne tiennent pas seulement par la force, elles tiennent aussi parce que les gens, comme ensorcelés, acceptent de se soumettre. C'est la fameuse servitude volontaire en quelque sorte. Alors, qui sont les responsables de ce silence, selon lui? Eh bien, il pointe du doigt trois acteurs principaux. D'abord, une presse qu'il estime dépendante des subventions. Ensuite, une classe politique qui était, et c'est vrai, étonnamment unanime. Et enfin, le peuple lui-même, paralysé par une peur qui, selon lui, a été très bien entretenue. Mais voilà, dans ce silence quasi général, une voix s'est quand même fait entendre. Le texte nous raconte alors le combat d'une citoyenne, seule, face à ce que Gers appelle la machine étatique. Et cette personne, c'est Virginie Ancelot. Gers la présente un peu comme une héroïne des temps modernes, l'une des très rares personnes à avoir perçu ce qu'il nomme la folie du pouvoir, et surtout à avoir eu le courage de réagir là où beaucoup d'autres sont restés quoi. Elle s'est donc lancée dans un parcours judiciaire, et là, c'est un vrai parcours du combattant. Plainte à la Cour de justice de la République, rejetée. Requête à la Cour européenne des droits de l'homme, rejetée aussi. Pour Gers, chaque porte qui se ferme, c'est la preuve que le système n'est pas là pour protéger le citoyen, mais plutôt pour le décourager. Alors, comment on interprète ces échecs en série? Pour Gers, attention, ce n'est pas juste l'histoire d'un dossier qui a mal tourné. Non, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond qui touche à la nature même de la loi. Et ce problème, selon lui, vient de la distinction qu'il fait entre deux concepts, le droit et la loi. D'un côté, il y a le droit naturel, le bon sens, la vie, les accords entre les gens. Et de l'autre, il y a la loi, ce fameux millefeuille de texte qui, d'après lui, sert moins la justice que les bureaucrates qui l'ont inventé. Et pour enfoncer le clou, il cite Jean-François Revel. L'idée est simple. La loi n'est pas censée créer les droits. Elle est juste censée les mettre par écrit, les reconnaître. Or, pour Gers, nos institutions modernes ont complètement inversé la logique. Du coup, la conclusion de Gers, eh bien, elle est sans appel. Pour lui, même une institution comme la Cour européenne des droits de l'homme n'est en fait qu'un bras armé du pouvoir masqué. Elle serait incapable de remettre en cause le système qu'il a mis en place. C'est une critique radicale, on est bien d'accord. Bon, alors on fait quoi? Après un constat aussi sombre, on pourrait s'attendre à un appel à la révolution, à tout casser. Mais non, ce n'est pas ça du tout. La proposition de Gers, elle est ailleurs. C'est une invitation à repenser complètement, de A à Z, notre relation avec l'État. Il cite alors Chodorov pour décrire un État qui a un goût insatiable du pouvoir, qui en veut toujours plus. Et un bon exemple de ça, selon lui, c'est le moment où on est passé du décompte des morts au décompte des cas. Une manière, d'après lui, de faire durer la peur pour justifier un contrôle permanent. Donc, Gers ne nous dit pas « faites ci ou faites ça ». Il ne donne pas de mode d'emploi. Ce qu'il prône, c'est d'abord la réflexion. Son message final, c'est que c'est à chacun de nous de trouver sa propre façon d'agir, de réagir. Et l'objectif ultime, dans tout ça, le but à atteindre, eh bien, il le trouve dans cette vision du prince du Liechtenstein, que l'État arrête d'être notre maître pour devenir un simple prestataire de service, au service de l'humanité. Et voilà, on boucle la boucle. Tout le texte nous ramène finalement à cette seule question, simple mais fondamentale, une question que Gers nous laisse en suspens. Qui doit servir qui? C'est sur cette interrogation que se termine cette analyse.